Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, éclaboussé par un scandale de corruption et de favoritisme, Roger Kododon, le président du Parlement panafricain, dément formellement ces accusations et déclare n'avoir jamais été impliqué pour des fautes de gestion. Et la suspension du budget décidé par le comité exécutif de l'Union africaine n'a pas été validée. Et le budget a été donc adopté par les chefs d'État et il se lève à 11 milliards de francs CFA. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Alors qu'il vient d'être réélu à la tête du Parlement panafricain, Roger Kododon est éclaboussé par un scandale de corruption et de malversation financière. Au lieu de maintenir la suspension du budget du Parlement, comme demandé par le comité exécutif de l'Union africaine, les chefs d'État ont ordonné un audit de performance pour mettre fin aux soupçons de corruption au sein de l'institution et le budget du Parlement panafricain a été adopté. Il s'élève à près de 11 milliards de francs CFA. Des précisions dans ce reportage de Guy Zogo. C'est un coup de tonnerre. Juste après sa réélection à la tête du Parlement panafricain, il y a quelques semaines, Roger Kododon, le parlementaire camerounais, est pris dans la tourmente. Le sommet de l'Union africaine à Nouakchott en Mauritanie a viré au cauchemar pour lui. Ce sont les ministres des Affaires étrangères réunis à Addis Abeba en Éthiopie à la veille de l'ouverture du 31e sommet de l'Union africaine qui ont d'abord refusé de valider le budget du Parlement panafricain, reprochant à l'institution des faits de corruption et irrégularité dans le processus de recrutement. Si dans un premier temps, les chefs d'État semblaient avoir opté pour la suspension du budget du Parlement panafricain, cette idée a été abandonnée au profit d'un audit de la gestion de Roger Kododon qui explique qu'il n'est ni ordonnateur principal ni ordonnateur délégué. Cette tâche, selon lui, incombe au secrétaire général de l'Union africaine. Selon toujours Roger Kododon, les recrutements se font par un comité ad hoc et qu'en outre, il a agréé entièrement l'idée d'un audit qu'il avait lui-même demandé. Cet audit, ordonné par les chefs d'État de l'Union africaine, qui est le 4e au sein de cette institution, va questionner notamment les raisons de l'augmentation du budget du Parlement panafricain de 10 à 14 milliards de francs CFA. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un autre scandale qui éclabousse un Camerounais à la tête d'une organisation internationale, à l'image de Nzo Ekangaki, à l'Organisation de l'Unité africaine OUA, d'où il avait dû démissionner pour être remplacé au pied levé par William Etekimboumwa. Créé en 2004, le Parlement panafricain compte 256 députés issus des assemblées nationales de 53 États. Roger Kododon vient d'entamer son 2e mandat à la tête de cette institution. Des faits de société à présent, 3 hommes armés ont attaqué à visage découvert ce mardi une microfinance située au lieu-dit Bessengue, ici à Douala. Selon les témoignages collectés sur place, ils ont tenu en respect les employés de cette microfinance et emporté une importante somme d'argent dont le montant n'a pas été dévoilé. Ils se sont enfuis devant une foule de population médusée à moto avant l'arrivée des forces de maintien de l'ordre. Sur le plan humain, aucun bilan n'a été donc enregistré, aucun blessé n'a été donc enregistré. Écoutons à présent ces différentes réactions des témoins au micro d'Equinox Télévision. Ils sont venus avec une moto, ils ont gardé la moto, ils sont entrés dedans, comme les clients, comme les autres clients. Bon, c'est là qu'on est dedans, on comprend plutôt les bruits. Où est l'argent, où est l'argent, où est l'argent. Quand nous on comprend, ça fait au moins 40 minutes, par 1 heure de temps. C'est là que nous maintenant on a compris où est l'argent. C'est là qu'on est entré dans l'électeur de la police, 117, ça n'a pas allé, on a envoyé quelqu'un au fer à 8e, ça n'a pas allé. Avant qu'on appelle l'agence, deuxième agence, à quoi? C'est l'agence maintenant qui fait alerter la police pour maintenant être ici. Bon, la scène que j'ai vécue, j'étais au salon, j'étais en train de coiffer. À peine il y a eu coupure de lumière et d'électricité. Il y a mon voisin qui est arrivé me dit qu'il y a un marquage au microfinance. Je me suis souvenu rappeler que je garde l'argent là-bas. Je suis donc quitté en courant de mon salon de coiffure jusqu'au microfinance. J'ai trouvé les gens étaient mobilisés de 2 côtés de la route.
Un côté était bloqué, les véhicules ne passaient plus. Je me suis placé juste au milieu de la route. J'ai vécu là, je regarde le microfinance, la banque en question. C'est là où je vois un monsieur sortir avec l'arme. Il casse la vitre vers le bas, parce que le microfinance a une porte vitrée. Il casse la vitre, il sort vers le bas. Il est en veste. Il sort l'arme, donc il sort l'arme sur la veste, il tire en l'air, tout le monde se couche. Il démarre la moto, il ne démarre pas. Directement, il y a une moto qui était à côté, ils ont pris cette moto, il y a un jeune homme qui était garé, qui a aussi vécu la scène. Autant qu'ils ont tourné maintenant, ils ont tiré en l'air un deuxième coup. Ils ont lancé vers le feu rouge. Feu rouge, ils ont viré vers la droite. C'est là où la gendarmerie aussi est arrivée après eux. Ils étaient partis. Ils avaient un sac, ils étaient à 3 sur une moto. Ils avaient un sac d'argent. Ils avaient un sac, c'est pas qui avait le sac là. Tout le monde s'est couché. Il y avait la panique. C'est tout ce que j'ai vécu. Taire les querelles et tourner la page des luttes politiques et se consacrer au développement de l'arrondissement de Ndikinimeki. Telle est la prescription faite par le préfet du département du Mbam Inoubou. Justin Vondo vient de réactiver l'association de développement de cette localité dotée d'un riche potentiel qui est toujours à la traîne. Le reportage de Charles Melingui et de Marcelin Gansop. Ndikinimeki, ville bientôt centenaire, traîne les pieds. Là où d'autres arrondissements du BAM et Inoubou, moins âgés, ont depuis longtemps pris place à bord du train du développement. Il est temps que cela change. Les populations de Ndikinimeki ont elles aussi droit aux bonnes routes, à un accès aisé aux services sociaux de base et au financement des activités génératrices de revenus portées par les jeunes. Des défis et bien d'autres qui ne laissent pas un temps de répit à l'association de développement de l'arrondissement de Ndikinimeki qui vient de sortir d'un profond sommeil. Je voudrais souligner que cette association pour le développement de l'arrondissement de Ndikinimeki, ce n'est pas l'association pour la politique de l'arrondissement de Ndikinimeki. Le développement, si c'était la politique, je ne serais pas venu. Je suis venu pour accompagner le développement. Le développement que les populations espèrent et appellent de tous leurs vœux passe par l'union de toutes les énergies, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas, comme a pu le constater avec regret le préfet du département du Mbam et Inoubou. Non seulement je ne vois pas tout le monde, mais je ne vois pas ce que je devais voir. Premier devoir, rassembler. Parmi les grands absents dont parle l'autorité administrative, figure en bonne place le maire de la commune de Ndikinimeki, dont on a cherché en vain les traces. Le préfet du BAM et Inoubou pense qu'il faut tendre la main à tout le monde, si tant est que les uns et les autres sont animés par le seul souci du développement. Peut-être que la faute est à X, peut-être que c'est à Y. Ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je veux voir le rassemblement. Partout où il y a le champ du développement, vous me verrez. À partir du moment où ça va prendre des connotations de l'autre que vous connaissez là, vous ne me verrez pas. Un message de rassemblement bien perçu par le bureau que conduit David Makoup. Voici venu le temps de la marche ensemble. Voici rentrer les filles de Ndikinimeki dans une marche collective. Désormais, chers frères et sœurs, mettons-nous tous debout pour qu'ensemble nous prenions possession de notre maison commune, l'arrondissement de Ndikinimeki. L'heure n'est donc plus à l'inertie. Aussi le préfet a-t-il donné 6 mois au bureau installé pour produire les premiers résultats. Nous allons nous y atteler pour que d'ici la fin de l'année, qu'une action forte soit posée. D'ailleurs, on y a pensé, mais il fallait au moins commencer par rassembler. Parce que si on ne rassemble pas, on ne pose pas des actes. Premier à la fin de l'année en cours. Dans le reste de l'actualité, comment faire pour intéresser les jeunes à l'agriculture, la pêche et l'artisanat? Un forum économique et social se tient à l'Assemblée nationale afin de stimuler ces jeunes à se tourner vers ces secteurs d'activité. Joël Essengue et Guizogo. Cela s'appelle être enthousiaste sur ce que l'on fait pour que cela soit su. C'est ce que l'Assemblée nationale a opté de faire à travers le forum économique et social, un grand rendez-vous d'information pour intéresser notamment les jeunes aux différents programmes agricoles et pastoraux développés au Cameroun. Le gouvernement a mis en place un ensemble de projets et programmes. Ces programmes-là sont malheureusement souvent ignorés
par le grand public, parfois par des parlementaires. Et c'est pour ça que ce séminaire s'adresse aussi aux parlementaires, pour qu'ils puissent porter, entre guillemets, ce qu'on appelle la bonne nouvelle de ce qui se fait au niveau central dans leur circonscription. Devant les nombreux programmes que le gouvernement liste, tant au ministère de l'Agriculture qu'au sein de celui des pêches et des industries animales, il reste qu'il faut les porter au nu. C'est un projet qui a été pris en main avec beaucoup d'enthousiasme par le cabinet global. C'était dans l'intérêt des jeunes. Derrière les micro-projets, il y a toute une brochette, un sommier de programmes, d'une cinquantaine de programmes étatiques où gisent des dizaines, voire des centaines de milliards de francs et qui ne servent qu'à entretenir les gens qui sont les gestionnaires de projets. Il faut absolument que ces projets-là soient rendus accessibles aux jeunes. Cette démarche, le ministère de l'Agriculture s'y associe ainsi que les autres départements ministériels participant à ce forum. Le Minader est venu porter la bonne information, à savoir qu'il faut informer les jeunes sur les programmes qui existent. Il faut les former pour qu'ils deviennent de véritables jeunes entrepreneurs agricoles, agro-pastoraux, agricoles d'abord, en même temps les accompagner. Pour le Minader, il n'y a pas de doute que l'agriculture est une vraie solution pour les jeunes au Cameroun. L'agriculture doit pouvoir être rentable, garantir aux jeunes des possibilités d'emploi, des possibilités pour bâtir leur vie. Et nous l'avons dit dans le cadre d'une campagne d'information et de sensibilisation tout au long du territoire national pendant l'année 2016 et 2017. Et un temps fort comme celui-ci nous offre l'occasion de poursuivre ces messages. Reste que les chiffres du chômage, avec la tranche des 15 à 34 ans, qui est la plus touchée par ce phénomène, ainsi que les femmes et les diplômés, montrent qu'un forum économique et social ne suffit pas à résoudre tant de maux. Un fonds de solidarité dédié au financement des activités génératrices de revenus initiées par les jeunes est en gestation. Il vient d'être lancé par l'exécutif municipal de Yaoundé 6e pour un début. Plus de 5 millions de francs CFA ont été collectés, séance tenante. Reste aux jeunes diplômés ou non de proposer des projets innovants. Emmanuel Diop, Marcelin Gansop. Ce n'est un secret pour personne que les jeunes éprouvent de plus en plus d'énormes difficultés à accéder à un emploi et pour ceux qui le souhaitent, de se mettre à leur propre compte. Cette difficulté est l'apanage de tous les jeunes, diplômés ou non, y compris ceux de l'arrondissement de Yaoundé 6, qui ne manquent pourtant pas d'idées ni de projets. Le nerf de la guerre reste le plus gros obstacle que l'exécutif municipal a décidé de lever. D'où le lancement d'un fonds de solidarité dédié au financement des activités génératrices de revenus portées par les jeunes de la commune. La création du fonds de solidarité pour la micro-initiative des jeunes participe de la lutte contre la pauvreté. Il me semblait normal qu'à mon niveau, que je l'implémente en faveur des jeunes de l'arrondissement de Yaoundé 6e. Il est question d'organiser, de mobiliser les jeunes autour de ce fonds pour que les jeunes puissent non seulement s'auto-employer et peut-être, pourquoi pas, créer des emplois à partir de ce fonds de solidarité. À peine lancé, la moisson n'est pas négligeable. Plus qu'une somme de 5 millions de francs CFA a été mobilisée séance tenante. Comme on dit souvent, c'est du jamais vu et nous sommes vraiment très émus. Nous n'allons pas nous jeter comme des fauves sur cet argent. Nous allons prendre le temps de nous asseoir, voir leurs projets et sélectionner ceux qui seront meilleurs et surtout ceux qui seront porteurs et qui pourront aider ces jeunes à court, moyen et à long terme. Une levée de fonds qui va se poursuivre pour soutenir la mairie, dont le modeste budget ne permet pas la pleine satisfaction des besoins qui sont ceux des jeunes chômeurs, diplômés ou non. Les 5 motos que j'ai voulu offrir aux jeunes participent de ce que je voulais leur montrer, quel type de projet ils peuvent financer dans ce fonds. Vous pouvez par exemple, à travers l'achat des motos que vous mettez en circulation à usage commercial, fructifier l'argent que vous avez dans votre fonds de solidarité pour que les jeunes puissent avoir une autonomie financière. À charge maintenant pour les jeunes de laisser parler leur génie en montant des projets rentables et susceptibles de générer de la valeur ajoutée. C'est la condition sine qua non pour tout financement sollicité.
Plan d'urgence humanitaire en faveur des victimes de la crise anglophone. Déjà 800 millions de francs CFA collectés depuis le début de l'opération. La région du littoral enregistre le plus grand nombre de contributions avec 229 millions de francs CFA. La cérémonie de levée de fonds a eu lieu hier lundi au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara-Dibois. Toutes les forces vives de la région se sont mobilisées pour exprimer leur solidarité à l'endroit de ces populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest secouées par une crise socio-politique depuis près de 2 ans déjà. Écoutons à présent cette réaction du gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivara-Dibois, est au micro d'Equinox Télévision. Quand on prend les 2 espèces des 2 jours, l'espèce totale nous donne 123 562 500. En chèque, 52 25 000. En promesse, 53 850 000. Et le total du littoral, toutes tendances sont confondues, donne à ce jour 229 437 500. Parlez encore. On parle de toute autre chose à présent. Face aux droits de l'homme de plus en plus bafoués au sein de notre société, les experts nationaux et même internationaux sont réunis à Douala au menu d'un colloque portant sur l'application de la loi. Georges Mitterrandam, Xavier Foucault. L'amphi 300 de l'INSET de Douala a servi de cadre ce mardi 3 juillet à la tenue d'un colloque international qui a réuni des experts nationaux et internationaux autour du thème de l'application de la loi. L'application de la loi est au cœur de la coexistence pacifique entre les citoyens dans un État. L'application de la loi est le moteur, le vivier du vouloir vivre ensemble. Et dans un pays où on recherche ces éléments du vouloir vivre ensemble, la loi doit être au cœur de la société. Parce que lorsqu'il n'y a pas la loi qui s'applique, naturellement c'est la raison du plus fort qui l'emporte. Que nous soyons convaincus, nous tous, que l'application de la loi, c'est une affaire de citoyenneté. Dans un environnement mondial, dans lequel de plus en plus les droits et les lois sont bafoués, ce thème arrive à point nommé pour tirer la sonnette d'alarme. Mais l'hypothèse de départ, ce n'est pas que la loi n'est pas appliquée seulement au Cameroun, mais la loi n'est pas appliquée partout dans le monde. Autant nous n'appliquons pas nos lois nationales, autant les pays développés n'appliquent pas la loi internationale. Lorsqu'ils peuvent envahir un autre État, ils ont le droit d'ingérence, ils ont le droit d'ici, le droit de ça, que nous n'avons pas. Eh bien, ça veut dire qu'ils violent la loi internationale que nous respectons. Et ils respectent leurs lois que nous ne respectons pas chez nous. Nous ne respectons pas nos propres lois. D'où la question de l'application de nos lois. Les garanties constitutionnelles du procès, conditions de l'application de la loi, est l'une des thématiques secondaires abordées par les intervenants. Garantie constitutionnelle d'un procès, premièrement, il y a le droit à l'assistance d'un avocat. Et le droit à l'assistance d'un avocat n'est pas seulement lors du procès. Il est dès le début, lorsqu'une personne est détenue par un policier. Les principes sont applicables partout. Ce sont des principes qui sont généraux. Donc, si on parle du droit à l'assistance d'un avocat, c'est un principe, tout le monde est d'accord avec ça, tout le monde devrait en bénéficier. C'est cependant dans l'application. Au Canada, le droit à l'assistance d'un avocat, c'est facile. Les gens ont droit à un avocat qui peut être gratuit lorsqu'ils n'ont pas les moyens financiers de s'en payer un. Les organisateurs proposent des rencontres annuelles afin d'évaluer par secteur d'activité le degré d'application de la loi. Dans un instant, la deuxième partie de ce journal. Et sur ce plateau du 20h, nous recevons ce soir Alès Gustave Azébazé, directeur de publication du quotidien Le Messager et président de la plateforme Mon Union Africaine Cameroun. Bonsoir et merci d'être venu. Madame, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs du journal télévisé d'Equinox Télévision.
Alors, le 31e sommet de l'Union africaine s'est achevé hier dans la capitale mauritanienne, dont était axé essentiellement la lutte contre la corruption. Cependant, on a constaté que les dirigeants africains ont semblé opter pour des discours politiques et de mettre de côté les engagements. Finalement, est-ce que les disparités contextuelles, conjoncturelles et même politiques de chaque pays ne sont-elles pas un frein à la lutte contre la corruption? Si on veut voir le verre à moitié vide, on dirait qu'il ne s'est rien passé en raison de ce qu'il n'y ait pas eu de décision spectaculaire. Mais si on veut voir le verre à moitié plein, on peut considérer que le fait d'inscrire à l'ordre du jour d'un sommet de l'Union africaine, c'est pour la première fois que ça se fait. Ce thème, le thème sur la problématique du fait corrupteur ou de la corruption qui, tout le monde le sait, tout le monde le dit, gangrène le développement de l'Afrique. Certains disent dans les milieux africains, y compris dans nos pays, que la corruption est un fait universel et donc qu'il n'y a pas lieu de s'en alarmer davantage. Sauf que, et je trouve que nos pays, du fait de leur capacité économique, du fait de la situation sociale de leur population, souffrent le plus des effets de la corruption parce qu'ils freinent dramatiquement et gravement ce qu'on appelle le développement. Et je considère que l'Union africaine, qui est quand même composée d'un certain nombre d'États qui ont de la peine à fixer et respecter un certain nombre de règles de convergence en matière à la fois de gouvernance, de démocratie, de respect d'un certain nombre de principes qui fondent la qualité de l'État en tant qu'outil de production, de développement au service des citoyens et non au service des seuls dirigeants. Et, me semble-t-il, si ce n'est pas la conséquence d'une demande populaire importante ou une exigence des partenaires au développement de nos différents pays qui, notamment l'Union européenne, d'autres puissances dont je ne souhaiterais pas citer le nom ici, il me semble qu'il faut considérer que c'est un premier pas. Inscrire à l'ordre du jour. Je vous rappelle qu'il y a eu un panel au cours duquel notre compatriote Akere Mouna, qui est un des très importants combattants, si vous me permettez le terme, de la lutte pour de l'anticorruption, de la lutte contre la corruption, aussi bien au niveau national que régional et international, était l'un des intervenants aux côtés du président en exercice sortant de l'Union, c'est-à-dire le président Kagame, et le président nigérian, qui a la réputation, à tout le moins, par son passé, quand il était ministre, en tout cas lors de son premier mandat dans les années 83, mais aussi de son passé de ministre du pétrole, d'avoir engagé un ensemble d'actions dans son propre pays pour que la corruption soit réduite à la marge. Et nous allons rester donc sur ce volet de la corruption où un scandale a d'ailleurs été enregistré au sein de l'Union africaine, notamment le président du Parlement panafricain qui a été éclaboussé par des soupçons de corruption et de favoritisme. Le Conseil des ministres avait d'ailleurs proposé l'ouverture d'une enquête, mais les chefs d'État ont plutôt demandé l'audit de performance pour voir clair sur ces soupçons de corruption. Alors, y a-t-il lieu de penser qu'en termes matière de corruption, l'institution n'est-elle finalement pas à l'image du nombre de ces pays membres? Vous constaterez ma gêne en tant que Camerounais de devoir commenter cette affaire qui, en fait, ne fait que commencer. C'est-à-dire que un ensemble de députés ou de membres du Parlement panafricain estiment qu'il y a des pratiques au sein de l'institution qui déjà avaient de la peine à se trouver un positionnement à l'intérieur dans le quota des institutions prévues dans l'acte constitutif de l'Union africaine, mais qui en réalité est l'institution qui est chargée, dans toutes les démocraties, tout Parlement est chargé de contrôler
le respect par les exécutifs, donc en l'espèce, au niveau régional, par la Commission africaine, qui est le gouvernement de l'Union africaine, le respect ou la bonne utilisation des ressources budgétaires qui sont mobilisées par les États, par les partenaires, par les donateurs pour l'Union africaine. Il est tout à fait quand même symptomatique, sous réserve de ce que l'audit qui a été prescrit, et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose que les chefs d'État aient demandé d'abord un audit, ils l'ont baptisé très politiquement ou très diplomatiquement audit des performances, mais chacun sait qu'un audit peut viser deux objectifs. Il peut être un élément de décision ou un élément de gestion quand il est initié par les responsables même de l'institution, mais il peut être un élément aussi de décision et de sanction s'il est demandé par des, comment je le dis, par des administrateurs, en l'espèce les chefs d'État, parce que malheureusement ou heureusement, c'est les chefs d'État et de gouvernance, la conférence des chefs d'État, l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement qui est l'instance décisionnelle de l'Union africaine. Donc tout ce qui se fait avant, qu'il s'agisse de la conférence, des résolutions de la conférence, des recommandations de la conférence des ambassadeurs, ou des propositions du comité exécutif qui est composé des ministres des Affaires étrangères des différents pays, ne sont que des propositions que seule l'instance suprême, la conférence des chefs, l'Assemblée générale des chefs d'État, qui est appelée la conférence des chefs d'État, à pouvoir de décision, et qu'ils aient choisi de couper la poire, parce qu'ils auraient même pu tout simplement classer le dossier, considérer que la dénonciation portée par le député sud-africain Julius Malema et d'autres qui ne sont pas encore en première ligne n'a pas lieu d'être. Et même ils auraient pu invoquer le principe de la séparation des pouvoirs en disant nous laissons l'institution, c'est-à-dire le Parlement lui-même, user de son impérium institutionnel pour contrôler l'action de ses dirigeants. Je vois mal comment au Cameroun, je prends un exemple d'un point de vue interne, comment si on en venait à accuser le président de l'Assemblée nationale de corruption ou de mauvaise gestion de l'Assemblée nationale, comment le gouvernement ou la justice se mettrait à le juger. C'est les députés eux-mêmes, dans le principe de la séparation des pouvoirs, qui devraient le faire. Donc la conférence des chefs d'État, sur la base de ce principe-là, ne pouvait pas prendre une décision contre ni suspendre j'allais dire l'exécutif parlementaire. Il demande un audit de performance qui va être fait, je pense bien, en interne par le Parlement, même si il faudra lui adjoindre un certain nombre d'expertises externes, qui peuvent être les expertises de la commission, les expertises de cabinet indépendants, mais pour l'instant, on ne sait pas encore quelles seraient exactement les modalités de la mise en œuvre de cette recommandation. Et dans une récente sortie, le président du Parlement panafricain a d'ailleurs démenti ces accusations de corruption et de favoritisme, déclarant que l'institution se porte plutôt bien, qui n'a jamais été épinglée, qui ne revient d'ailleurs pas à un organe de l'UA de suspendre notre. Alors est-ce que ce démenti de Roger Kododan est-il suffisant pour faire taire la polémique autour de ce sujet? Non, il ne fera pas taire la polémique. On n'est pas au Cameroun quand même, où on pense que quand le président a dit, tout le monde se couche et considère que tant que le président ne donne pas le temps, on n'avance pas. Les députés, et moi j'ai la conviction, pour connaître un peu les rapports de force à l'intérieur des organisations internationales et particulièrement de cette organisation régionale, que parce que ça vient quand même de représentants de pays de l'Afrique australe qui ont quand même une longueur d'avance en matière de gouvernance. Ils ne vont pas se croiser le bras. Et c'est tout à fait normal que le président Kododan du Parlement panafricain, tant qu'il n'y a pas des faits documentés et contradictoires, clame son innocence, clame... D'ailleurs, le principe de la présomption d'innocence est un principe qui est attaché à toute au bon fonctionnement des institutions. Sinon, chacun se leverait, accuserait l'autre des pires crimes, et on le validerait tout de suite. Comme je l'ai dit tout tantôt, c'est une bonne chose que cet audit ait été commandé, mais est-ce que, et ce sera peut-être
l'une des actions que nous, en tant que société civile, en tant que médias, nous devons faire. On va veiller à ce que un tel audit ne soit pas simplement un moyen d'intérêt. Il regrette d'ailleurs le traitement effectué par certains journaux au sujet de cette actualité. Pour vous, est-ce que la presse s'est trompée? Oui, la presse est allée très vite en besogne. Et je n'exclus même pas le Messager. Parce que, bon, je n'ai pas parlé. Je le regrette et je présente sans doute ici les excuses à nos lecteurs. Le Messager a titré, je crois, ou bien a fait état de la suspension du Parlement africain. Non. Il y avait une proposition du Conseil du Comité exécutif de suspension du budget du Parlement. Et sans doute, l'auteur de l'article qui a échappé à notre vigilance, je le concède, a fait un tout petit peu dans le, comment je vais dire, s'est trompé, mais le Messager n'est pas le seul. Même la presse internationale, un bon nombre de médias locaux et régionaux ont fait la même erreur que nous. Ça n'excuse pas le fait que, d'un point de vue factuel, pour l'instant, il n'y a ni suspension du Parlement, ni suspension du budget, ni même l'ouverture d'une enquête institutionnelle sur ces faits, sur ces allégations de corruption à l'intérieur de l'organisme. Par contre, et c'est le fait qu'il faut retenir, il y a comment je vais dire, recommandation ou décision de conduire un audit. Et je l'ai dit tantôt, cet audit, il ne faut pas préjuger de ses résultats. C'est aussi l'interaction entre les citoyens, les groupes de citoyens, les médias, les pressions diverses qui peuvent amener les États si tant est qu'ils souhaiteraient, du fait des arrangements politiques et diplomatiques internes, mettre cette affaire sur le boisseau, parce que si on soulève le couvercle, il est sans doute possible qu'on se rende compte qu'il n'y aurait pas que les cas allégués ou évoqués concernant peut-être le recrutement de la chef du cabinet ou je ne sais pas qui encore. J'ai entendu le président du Parlement dire qu'il n'est pas ni ordonnateur principal du budget, ni ordonnateur délégué. Bien entendu, le secrétaire exécutif est le gestionnaire au quotidien de l'administration du Parlement. Donc, sans doute, c'est lui qui ordonne un certain nombre d'opérations financières ou d'opérations administratives, mais cela n'enlève pas forcément la responsabilité, si tant est qu'il existerait des éléments constitutifs de délit quelconque. Mais je suis quelqu'un, ma formation, mon engagement citoyen et civique m'a toujours amené à considérer qu'il faut respecter la présomption d'innocence. Pour l'instant, le président du Parlement panafricain, il y a des allégations à son encontre. Aucun fait n'est encore documenté, établi, contre lui. Autre sujet majeur évoqué durant ce 31e sommet de l'Union africaine, la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent. Donc malgré toutes les mesures prises, les engagements des pays touchés avec la collaboration des partenaires internationaux pour éradiquer les groupes djihadistes, le terrorisme gagne toujours du terrain. Je pense que c'est le fait ou le phénomène du terrorisme n'est pas, de mon point de vue, du point de vue des analystes politiques et même des géopoliticiens, comme on les appelle souvent, n'est pas un phénomène qu'on peut circonscrire dans un espace ou dans un délai ou une durée connue. Oui. Donc, je ne fais pas partie de ceux qui dramatise au-delà de ce que cela est. Tel acte qui peut avoir été posé malgré les efforts qui sont faits par les nations, par les États. Et certes, quand on est rigoureux et exigeant, on peut poser des questions sur l'efficacité des dispositifs qui sont mis en place, mais on ne peut pas, parce qu'il y a une attaque dans le cas d'un phénomène qui n'est pas un phénomène conventionnel, considérer que parce que cela a lieu, ça signifie que tout a échoué. Il y a des efforts qui sont faits par des États.
le G5, c'est-à-dire que l'ensemble des pays qui mutualisent leurs efforts pour lutter contre le terrorisme au Sahel, et au Sahel, c'est-à-dire en Afrique sahélienne. Et il y a eu la force Barkhane, il y a dans notre sous-région, au niveau du bassin du lac Tchad, la force multinationale qui regroupe les forces camerounaises, les forces tchadiennes, les forces nigérianes et même quelquefois des forces nigériennes. Tout cela, tous ces efforts-là, je pense que nous, analystes, on doit faire très attention en considérant que ce que les États font face à une menace qui est difficilement identifiable, qui est difficilement quantifiable, elle est sans doute identifiable parce qu'on lui a donné un nom, le terrorisme, mais de par ses origines, de par ses manifestations, de par ses modes opératoires, est quelque chose qui n'a pas un fonctionnement classique. Donc, je pense que les efforts qui sont faits doivent être renforcés, doivent être adaptés à chaque fois à la mutation, à la mutation de la menace. Et hier, vous vous souvenez qu'un ensemble de groupes terroristes fonctionnait peut-être pas des attaques à l'arme lourde ou au poignard. À certains moments, ils mutent en procédant à des attaques kamikazes ou bien à des attentats. Et il y a une panoplie de moyens qui ne relèvent pas de conflits armés conventionnels. Et du coup, je suis de ceux qui... j'ai le moins tendance à critiquer de manière extrême l'inefficacité des forces déployées par les États ou par un État. Et sur le paternalisme français, notamment la présence du président français Emmanuel Macron à ce 31e sommet de l'Union africaine, bon nombre d'Africains y voient d'un mauvais œil une telle présence à un sommet africain. On peut toujours voir d'un mauvais œil la présence de tel ou tel invité, de tel ou tel partenaire. Pourquoi est-ce que quand le président Macron vient au Cameroun, on ne voit pas ça d'un mauvais œil? Pourquoi est-ce que quand le président Obama va, comment vous appelez ça, quand il va à Nairobi au Kenya ou quand il va à Addis Abeba, on ne voit pas ça d'un mauvais œil? Pourquoi on souhaite que... non. On estime que les Africains doivent eux-mêmes régler leurs problèmes. Mais bien entendu que ce serait l'idéal. Mais le pragmatisme de tout manager, de tout gestionnaire, de tout gouvernant, c'est d'analyser chaque situation non pas comme un rêveur, en tenant compte de la réalité. La réalité est que dans la configuration économique actuelle, nos États ne sont pas encore en mesure de faire face seuls à toutes sortes de menaces, y compris parfois des menaces de sécurité d'ordre intérieur. Et la menace terroriste, un président, un chef d'État l'a dit, je n'aime pas beaucoup le citer, mais c'était le chef de l'État camerounais, est une menace globale à laquelle il faut répondre de manière globale. Et c'est pour cela que vous voyez que les Américains, par exemple, n'hésitent pas à envoyer, dans le cadre de la coopération, dans la lutte contre le terrorisme, des forces spéciales dans un pays comme le Cameroun. Bien entendu, il y a des lois américaines qui essayent d'encadrer cela en disant, puisque nous sommes un pays qui respecte ou qui a une législation qui exige de son administration, de son État, donc de ses forces, le respect des droits de l'homme, faites attention, n'allez pas sur ces terrains-là, considérez que parce que vous luttez contre une menace asymétrique, comme on l'appelle, utilisez n'importe quel moyen, y compris des attaques de masse contre des populations parce qu'elles seraient suspectées d'être une question peut-être pour sortir concernant les réformes engagées pour renforcer l'intégration économique ainsi que la mise en œuvre d'une zone de libre-échange. Donc, pour préciser que 5 autres pays ont signé à Nouakchott le protocole instaurant un marché commun, ce qui porte à 49 le nombre de pays. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre par ce marché commun? D'abord, le marché commun, ce qu'on appelle, on dit le marché commun, mais le nom c'est l'AFTA, African Free Trade Agreement, qui crée un espace d'abord de libre circulation de marchandises, des biens commerciaux et économiques sur l'ensemble du continent. Et sans doute, il y a des gens qui ont, à l'époque, moi je me souviens, je crois que le Messager a été le seul journal en mars à traiter fondamentalement cette évolution-là.
Bon, sans doute peut-être parce que c'est une question que nous suivons. C'est un objectif stratégique que s'était fixé l'Union africaine dans le cadre de l'agenda 2063. C'est-à-dire que on souhaite qu'au bout d'une certaine période, en tout cas dans les 10 premières années de cet agenda-là qui est programmé en termes d'objectifs chiffrés et quantifiés sur 50 ans, qu'il y ait un ensemble de processus qui soient effectifs au niveau africain. Le projet pourrait se réaliser, c'est tout? Mais il est en train de se réaliser. L'ennui avec certains analystes, je ne veux pas dire les journalistes, certains journalistes de considérer que quand un enfant est né ce matin, il doit commencer à courir. Quand l'enfant est né, il fait des pas. Il rampe, il grandit, après il se met debout, pendant qu'on lui tient la main, il marche. Les efforts qui sont faits, peut-être que vous me trouvez trop optimiste ce soir. Il n'est pas étranger pour quelqu'un qui rêve ou qui a toujours rêvé d'une Afrique, pas la théorie du panafricanisme qui consiste à l'exclusion des autres, mais à une Afrique véritablement intégrée et le marché commun. Et je rappelle qu'à Kigali, le 21 mars, il n'y a pas eu que l'accord sur le marché, la zone de libre-échange, il y a eu un protocole à cet accord-là qui prévoit la libre circulation des personnes. Et on s'attend à ce que lorsque le nombre de pays l'ayant ratifié aura été atteint, que tout cela devienne effectif. Moi, je suis optimiste quand il s'agit de cette question. Merci. Parce que je suis un Africain qui croit en ce que les Africains doivent pouvoir circuler librement, commercer librement à l'intérieur du continent, parce que c'est quand même un marché de 1,2 milliard habitants. Merci, Alex Gustave Azebazé. Je vous en prie. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du quotidien Le Messager et président de la plateforme Mon Union Africaine Cameroun. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. La moto ne démarre pas directement. Il y a une moto qui était à côté, ils ont pris cette moto. Il y a un jeune homme qui était garé, il a aussi vécu la scène. Tant qu'ils ont tourné maintenant, ils ont tiré en l'air un deuxième coup. Ils ont lancé vers le feu rouge. Feu rouge, ils ont viré vers la droite. C'est là où la gendarmerie aussi est arrivée après eux. Ils étaient partis. Ils avaient un sac, ils étaient à 3 sur une moto. Ils avaient un sac d'argent. Ils avaient un sac, c'est pas qui avait le sac là. Tout le monde s'est couché. Il y avait la panique. C'est tout ce que j'ai vécu. Taire les querelles et tourner la page des luttes politiques et se consacrer au développement de l'arrondissement de Ndikinimeki, telle est la prescription faite par le préfet du département du Mbam Inubu. Justin Vondo vient de réactiver l'association de développement de cette localité dotée d'un riche potentiel qui est toujours à la traîne. Le reportage de Charles Melingui et de Marcelin Gansop. Ndikinimeki, ville bientôt centenaire, traîne les pieds. Là où d'autres arrondissements du BAM et Inubu, moins âgés, ont depuis longtemps pris place à bord du train du développement. Il est temps que cela change. Les populations de Ndikinimeki ont elles aussi droit aux bonnes routes, à un accès aisé aux services sociaux de base et au financement des activités génératrices de revenus portées par les jeunes. Des défis et bien d'autres qui ne laissent pas un temps de répit à l'association de développement de l'arrondissement de Ndikinimeki qui vient de sortir d'un profond sommeil. Je voudrais souligner que cette association pour le développement de l'arrondissement de Ndikinimeki, ce n'est pas l'association pour la politique de l'arrondissement de Ndikinimeki. Le développement, c'était la politique, je ne serais pas venu. Je suis venu pour accompagner le développement. Le développement que les populations espèrent et appellent de tous leurs vœux passe par l'union de toutes les énergies, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas, comme a pu le constater avec regret le préfet du département du Mbam et Inubu. Non seulement je ne vois pas tout le monde, mais je ne vois pas ce que je devais voir. Premier devoir rassembler. Parmi les grands absents dont parle l'autorité administrative, figure en bonne place le maire de la commune de Ndikinimeki, dont on a cherché en vain les traces.
Le préfet du BAM et Inubu pense qu'il faut tendre la main à tout le monde, si tant est que les uns et les autres sont animés par le seul souci du développement. Peut-être que la faute est à X, peut-être que c'est à Y. Ça, c'est pas mon problème. Mon problème, c'est que je veux voir le rassemblement. Partout où il y a le champ du développement, vous me verrez. Mais à partir du moment où ça va prendre des connotations de l'autre que vous connaissez là, vous ne me verrez pas. Un message de rassemblement bien perçu par le bureau que conduit David Makoup. Voici venu le temps de la marche ensemble. Voici rentrer les filles de Dikmeki dans une marche collective. Désormais, chers frères et sœurs, mettons-nous tous debout pour qu'ensemble nous prenions possession de notre maison commune, l'arrondissement de Dikmeki. L'heure n'est donc plus à l'inertie. Aussi, le préfet a-t-il donné 6 mois au bureau installé pour produire les premiers résultats. Nous allons nous y atteler pour que d'ici la fin de l'année, qu'une action forte soit posée. D'ailleurs, on y a pensé, mais il fallait au moins commencer par rassembler. Parce que si on ne rassemble pas, on ne pose pas des actes. Premier à la fin de l'année en cours. Dans le reste de l'actualité, comment faire pour intéresser les jeunes à l'agriculture, la pêche et l'artisanat? Un forum économique et social se tient à l'Assemblée nationale afin de stimuler ces jeunes à se tourner vers ces secteurs d'activité. Joël Essengue et Guizogo. Cela s'appelle être enthousiaste sur ce que l'on fait pour que cela soit su. C'est ce que l'Assemblée nationale a opté de faire à travers le forum économique et social, un grand rendez-vous d'information pour intéresser notamment les jeunes aux différents programmes agricoles et pastoraux développés au Cameroun. Le gouvernement a mis en place un ensemble de projets et programmes. Ces programmes-là sont malheureusement souvent ignorés par le grand public, parfois par des parlementaires. Et c'est pour ça que ce séminaire s'adresse aussi aux parlementaires, pour qu'ils puissent porter, entre guillemets, ce qu'on appelle la bonne nouvelle de ce qui se fait au niveau central dans leur circonscription. Devant les nombreux programmes que le gouvernement liste, tant au ministère de l'Agriculture qu'au sein de celui des pêches et des industries animales, il reste qu'il faut les porter au nu. C'est un projet qui a été pris en main avec beaucoup d'enthousiasme par le cabinet global. C'était dans l'intérêt des jeunes. Derrière les micro-projets, il y a toute une brochette, un sommier de programmes, d'une cinquantaine de programmes étatiques où gisent des dizaines, voire des centaines de milliards de francs et qui ne servent qu'à entretenir les gens qui sont les gestionnaires de projets. Il faut absolument que ces projets-là soient rendus accessibles aux jeunes. Cette démarche, le ministère de l'Agriculture s'y associe ainsi que les autres départements ministériels. En plus bafoués au sein de notre société, les experts nationaux et même internationaux sont réunis à Douala au menu d'un colloque portant sur l'application de la loi. Georges Mitterrandam, Xavier Foucault. L'amphi 300 de l'INSET de Douala a servi de cadre ce mardi 3 juillet à la tenue d'un colloque international qui a réuni des experts nationaux et internationaux autour du thème de l'application de la loi. L'application de la loi est au cœur de la coexistence pacifique entre les citoyens dans un État. L'application de la loi est le moteur, le vivier du vouloir vivre ensemble. Et dans un pays où on recherche ces éléments du vouloir vivre ensemble, la loi doit être au cœur de la société. Parce que lorsqu'il n'y a pas la loi qui s'applique, naturellement c'est la raison du plus fort qui l'emporte. Que nous soyons convaincus, nous tous, que l'application de la loi, c'est une affaire de citoyenneté. Dans un environnement mondial, dans lequel de plus en plus les droits et les lois sont bafoués, ce thème arrive à point nommé pour tirer la sonnette d'alarme. Mais l'hypothèse de départ, ce n'est pas que la loi n'est pas appliquée seulement au Cameroun, mais la loi n'est pas appliquée partout dans le monde. Autant nous n'appliquons pas nos lois nationales, autant les pays développés n'appliquent pas la loi internationale. Lorsqu'ils peuvent envahir un autre État, ils ont le droit d'ingérence, ils ont le droit d'ici, le droit de ça, que nous n'avons pas. Eh bien, ça veut dire qu'ils violent la loi internationale que nous respectons. Et ils respectent leurs lois que nous ne respectons pas chez nous. Nous ne respectons pas nos propres lois. D'où la question de l'application de nos lois. Les garanties constitutionnelles du procès, conditions de l'application de la loi, est l'une des thématiques secondaires abordées par les intervenants.
Garantie constitutionnelle d'un procès, premièrement, il y a le droit à l'assistance d'un avocat. Et le droit à l'assistance d'un avocat n'est pas seulement lors du procès. Il est dès le début, lorsqu'une personne est détenue par un policier. Les principes sont applicables partout. Ce sont des principes qui sont généraux. Donc, si on parle du droit à l'assistance d'un avocat, c'est un principe, tout le monde est d'accord avec ça, tout le monde devrait en bénéficier. C'est cependant dans l'application. Au Canada, le droit à l'assistance d'un avocat, c'est facile. Les gens ont droit à un avocat qui peut être gratuit lorsqu'ils n'ont pas les moyens financiers de s'en payer un. Les organisateurs proposent des rencontres annuelles afin d'évaluer par secteur d'activité le degré d'application de la loi. Dans un instant, la deuxième partie de ce journal. Et sur ce plateau du 20h, nous recevons ce soir Alex Gustave Azebazé, directeur de publication du quotidien Le Messager et président de la plateforme Mon Union Africaine Cameroun. Bonsoir et merci d'être venu. Madame, bonsoir et bonsoir aux téléspectateurs du journal télévisé d'Equinox Télévision. Alors, le 31e sommet de l'Union africaine s'est achevé hier dans la capitale mauritanienne, dont était axé essentiellement la lutte contre la corruption. Cependant, on a constaté que les dirigeants africains ont semblé opter pour des discours politiques et de mettre de côté les engagements. Finalement, est-ce que les disparités contextuelles, conjoncturelles et même politiques de chaque pays ne sont-elles pas un frein à la lutte contre la corruption? Si on veut voir le verre à moitié vide, on dirait qu'il ne s'est rien passé en raison de ce qu'il n'y ait pas eu de décision spectaculaire. Mais si on veut voir le verre à moitié plein, on peut considérer que le fait d'inscrire à l'ordre du jour d'un sommet de l'Union africaine, c'est pour la première fois que ça se fait. Ce thème, le thème sur la problématique du fait corrupteur ou de la corruption qui, tout le monde le sait, tout le monde le dit, gangrène le développement de l'Afrique. Certains disent dans les milieux africains, y compris dans nos pays, que la corruption est un fait universel et donc qu'il n'y a pas lieu de s'en alarmer davantage. Sauf que, et je trouve que nos pays, du fait de leur capacité économique, du fait de la situation sociale de leur population, souffrent le plus des effets de la corruption parce qu'ils freinent dramatiquement et gravement ce qu'on appelle le développement. Et je considère que l'Union africaine, qui est quand même composée d'un certain nombre d'États qui ont de la peine à fixer et respecter un certain nombre de règles de convergence en matière à la fois de gouvernance, de démocratie, de respect d'un certain nombre de principes qui fondent la qualité de l'État en tant qu'outil de production, de développement au service des citoyens et non au service des seuls dirigeants. Et me semble-t-il, si ce n'est pas la conséquence d'une demande populaire importante ou une exigence des partenaires ou de Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal éclaboussé par un scandale de corruption et de favoritisme. Roger Kododon, le président du Parlement panafricain, dément formellement ces accusations et déclare n'avoir jamais été impliqué pour des fautes de gestion. Et la suspension du budget décidé par le comité exécutif de l'Union africaine n'a pas été validée et le budget a été donc adopté par les chefs d'État et il se lève à 11 milliards de francs CFA. Voilà pour le sommaire.
Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Alors qu'il vient d'être réélu à la tête du Parlement panafricain, Roger Kododon est éclaboussé par un scandale de corruption et de malversation financière. Au lieu de maintenir la suspension du budget du Parlement, comme demandé par le comité exécutif de l'Union africaine, les chefs d'État ont ordonné un audit de performance pour mettre fin aux soupçons de corruption au sein de l'institution et le budget du Parlement panafricain a été adopté. Il s'élève à près de 11 milliards de francs CFA. Des précisions dans ce reportage de Guizogo. C'est un coup de tonnerre. Juste après sa réélection à la tête du Parlement panafricain, il y a quelques semaines, Roger Kododon, le parlementaire camerounais, est pris dans la tourmente. Le sommet de l'Union africaine à Nouakchott en Mauritanie a viré au cauchemar pour lui. Ce sont les ministres des Affaires étrangères réunis à Addis Abeba en Éthiopie à la veille de l'ouverture du 31e sommet de l'Union africaine qui ont d'abord refusé de valider le budget du Parlement panafricain, reprochant à l'institution des faits de corruption et irrégularité dans le processus de recrutement. Si dans un premier temps, les chefs d'État semblaient avoir opté pour la suspension du budget du Parlement panafricain, cette idée a été abandonnée au profit d'un audit de la gestion de Roger Kododon qui explique qu'il n'est ni ordonnateur principal ni ordonnateur délégué. Cette tâche, selon lui, incombe au secrétaire général de l'Union africaine. Selon toujours Roger Kododon, les recrutements se font par un comité ad hoc et qu'en outre, il a agréé entièrement l'idée d'un audit qu'il avait lui-même demandé. Cet audit, ordonné par les chefs d'État de l'Union africaine, qui est le 4e au sein de cette institution, va questionner notamment les raisons de l'augmentation du budget du Parlement panafricain de 10 à 14 milliards de francs CFA. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un autre scandale qui éclabousse un Camerounais à la tête d'une organisation internationale, à l'image de Nzo Ekangaki, à l'Organisation de l'Unité africaine OUA, d'où il avait dû démissionner pour être remplacé au pied levé par William Etekimboumwa. Créé en 2004, le Parlement panafricain compte 256 députés issus des assemblées nationales de 53 États. Roger Kododon vient d'entamer son 2e mandat à la tête de cette institution. Des faits de société à présent, 3 hommes armés ont attaqué à visage découvert ce mardi une microfinance située au lieu-dit Bessengue, ici à Douala. Selon les témoignages collectés sur place, ils ont tenu en respect les employés de cette microfinance et emporté une importante somme d'argent dont le montant n'a pas été dévoilé. Ils se sont enfuis devant une foule de population médusée à moto avant l'arrivée des forces de maintien de l'ordre. Sur le plan humain, aucun bilan n'a été donc enregistré, aucun blessé n'a été donc enregistré. Écoutons à présent ces différentes réactions des témoins au micro d'Equinox Télévision. Ils sont venus avec une moto, ils ont gardé la moto, ils sont entrés dedans, comme les clients, comme les autres clients. Bon, c'est là qu'on est dedans, on comprend plutôt les bruits. Où est l'argent, où est l'argent, où est l'argent. Quand nous on comprend, ça fait au moins 40 minutes, par 1 heure de temps. C'est là que nous maintenant on a compris où est l'argent. C'est là qu'on est entré à l'alerter la police. 117, ça va pas aller, on a envoyé quelqu'un au fer à 8e, ça va pas aller. Avant qu'on appelle l'agence, deuxième agence, à quoi? C'est l'agence maintenant qui fait alerter la police pour maintenant être ici. Bon, la scène que j'ai vécue, j'étais au salon, j'étais en train de coiffer. À peine il y a eu coupé de lumière et d'électricité. Il y a mon voisin qui est arrivé me dit qu'il y a un marquage au microfinance. Je me suis souvenu rappeler que je garde l'argent là-bas. Je suis donc quitté en courant de mon salon de coiffure jusqu'au microfinance. J'ai trouvé les gens étaient mobilisés de 2 côtés de la route. Un côté était bloqué, les véhicules ne passaient plus. Je me suis placé juste au milieu de la route. J'ai vécu là, je regarde le microfinance, la banque en question. C'est là où je vois un monsieur sortir avec l'arme. Il casse la vitre vers le bas, parce que le microfinance a une porte vitrée. Il casse la vitre, il sort vers le bas. Il est en veste. Il sort l'arme, donc il sort l'arme sur la veste, il tire en l'air, tout le monde se couche. Participant à ce forum. Le milliardaire est venu porter la bonne information, à savoir qu'il faut informer les jeunes sur les programmes qui existent. Il faut les former pour qu'ils deviennent de véritables jeunes entrepreneurs à l'école, à Gros Pastorum, à l'école d'abord. En même temps,
les accompagner. Pour le Minader, il n'y a pas de doute que l'agriculture est une vraie solution pour les jeunes au Cameroun. L'agriculture doit pouvoir être rentable, garantir aux jeunes des possibilités d'emploi, des possibilités pour bâtir leur vie. Et nous l'avons dit dans le cadre d'une campagne d'information et de sensibilisation tout au long du territoire national pendant l'année 2016 et 2017. Et un temps fort comme celui-ci nous offre l'occasion de poursuivre ces messages. Reste que les chiffres du chômage avec la tranche des 15 à 34 ans qui est la plus touchée par ce phénomène, ainsi que les femmes et les diplômés, montrent qu'un forum économique et social ne suffit pas à résoudre tant de maux. Un fonds de solidarité dédié au financement des activités génératrices de revenus initiées par les jeunes est en gestation. Il vient d'être lancé par l'exécutif municipal de Yaoundé 6e. Pour un début, plus de 5 millions de francs CFA ont été collectés, séance tenante. Reste aux jeunes diplômés ou non de proposer des projets innovants. Emmanuel Diop, Marcelin Gansop. Ce n'est un secret pour personne que les jeunes éprouvent de plus en plus d'énormes difficultés à accéder à un emploi et pour ceux qui le souhaitent, de se mettre à leur propre compte. Cette difficulté est l'apanage de tous les jeunes, diplômés ou non, y compris ceux de l'arrondissement de Yaoundé 6, qui ne manquent pourtant pas d'idées ni de projets. Le nerf de la guerre reste le plus gros obstacle que l'exécutif municipal a décidé de lever. D'où le lancement d'un fonds de solidarité dédié au financement des activités génératrices de revenus portées par les jeunes de la commune. La création du fonds de solidarité pour la micro-initiative des jeunes participe de la lutte contre la pauvreté. Il me semblait normal qu'à mon niveau, que je l'implémente en faveur des jeunes de l'arrondissement de Yaoundé 6e. Il est question d'organiser, de mobiliser les jeunes autour de ce fonds pour que les jeunes puissent non seulement s'auto-employer et peut-être, pourquoi pas, créer des emplois à partir de ce fonds de solidarité. À peine lancé, la moisson n'est pas négligeable, puisqu'une somme de 5 millions de francs CFA a été mobilisée séance tenante. Comme on dit souvent, c'est du jamais vu et nous sommes vraiment très émus. Nous n'allons pas nous jeter comme des fauves sur cet argent. Nous allons prendre le temps de nous asseoir, voir leurs projets et sélectionner ceux qui seront meilleurs et surtout ceux qui seront porteurs et qui pourront aider ces jeunes à court, moyen et à long terme. Une levée de fonds qui va se poursuivre pour soutenir la mairie, dont le modeste budget ne permet pas la pleine satisfaction des besoins qui sont ceux des jeunes chômeurs, diplômés ou non. Les 5 motos que j'ai voulu offrir aux jeunes participent de ce que je voulais leur montrer quel type de projet ils peuvent financer dans ce fonds. Vous pouvez par exemple, à travers l'achat des motos que vous mettez en circulation à usage commercial, fructifier l'argent que vous avez dans votre fonds de solidarité pour que les jeunes puissent avoir une autonomie financière. À charge maintenant pour les jeunes de laisser parler leur génie en montant des projets rentables et susceptibles de générer de la valeur ajoutée. C'est la condition sine qua non pour tout financement sollicité. Plan d'urgence humanitaire en faveur des victimes de la crise anglophone. Déjà 800 millions de francs CFA collectés depuis le début de l'opération. La région du littoral enregistre le plus grand nombre de contributions avec 229 millions de francs CFA. La cérémonie de levée de fonds a eu lieu hier lundi au cours d'une cérémonie présidée par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Dibois. Toutes les forces vives de la région se sont mobilisées pour exprimer leur solidarité à l'endroit de ces populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest secouées par une crise socio-politique depuis près de 2 ans déjà. Écoutons à présent cette réaction du gouverneur de la région du littoral, Samuel Ivara Dibois, est au micro d'Equinox Télévision. Quand on prend les 2 espèces des 2 jours, l'espèce totale nous donne 123 562 500. En chèque, 52 25 000. En promesse, 53 850 000. Et le total du littoral, toutes tendances sont confondues, donne à ce jour 229 437
500, parlez encore. On parle de toute autre chose à présent face aux droits de l'homme de plus de nos différents pays qui, notamment l'Union européenne, d'autres puissances dont je ne souhaiterais pas citer le nom ici. Il me semble qu'il faut considérer que c'est un premier pas. Inscrire à l'ordre du jour. Je vous rappelle qu'il y a eu un panel au cours duquel notre compatriote Akere Mouna, qui est un des très importants combattants, si vous me permettez le terme, de la lutte pour de l'anticorruption, de la lutte contre la corruption, aussi bien au niveau national que régional et international, était l'un des intervenants aux côtés du président en exercice sortant de l'Union, c'est-à-dire le président Kagame, et le président nigérian, qui a la réputation, à tout le moins, par son passé quand il était ministre, lors de son premier mandat dans les années 83, mais aussi de son passé de ministre du pétrole, d'avoir engagé un ensemble d'actions dans son propre pays pour que la corruption soit réduite à la marge. Et nous allons rester donc sur ce volet de la corruption où un scandale a d'ailleurs été enregistré au sein de l'Union africaine, notamment le président du Parlement panafricain qui a été éclaboussé par des soupçons de corruption et de favoritisme. Le Conseil des ministres avait d'ailleurs proposé l'ouverture d'une enquête, mais les chefs d'État ont plutôt demandé l'audit de performance pour voir clair sur ces soupçons de corruption. Alors, y a-t-il lieu de penser qu'en termes matière de corruption, l'institution n'est-elle finalement pas l'image du nombre de ces pays membres? Vous constaterez ma gêne en tant que Camerounais de devoir commenter cette affaire qui, en fait, ne fait que commencer. C'est-à-dire que un ensemble de députés ou de membres du Parlement panafricain estiment qu'il y a des pratiques au sein de l'institution qui déjà avaient de la peine à se trouver un positionnement à l'intérieur dans le quota des institutions prévues dans l'acte constitutif de l'Union africaine, mais qui en réalité est l'institution qui est chargée, dans toutes les démocraties, tout Parlement est chargé de contrôler le respect par les exécutifs, donc en l'espèce, au niveau régional, par la Commission africaine, qui est le gouvernement de l'Union africaine, le respect ou la bonne utilisation des ressources budgétaires qui sont mobilisées par les États, par les partenaires, par les donateurs pour l'Union africaine. Il est tout à fait quand même symptomatique, sous réserve de ce que l'audit qui a été prescrit, et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose que les chefs d'État aient demandé d'abord un audit, ils l'ont baptisé très politiquement ou très diplomatiquement audit des performances, mais chacun sait qu'un audit peut viser deux objectifs. Il peut être un élément de décision ou un élément de gestion quand il est initié par les responsables même de l'institution, mais il peut être un élément aussi de décision et de sanction s'il est demandé par des, par des administrateurs, en l'espèce les chefs d'État, parce que malheureusement ou heureusement, c'est les chefs d'État et de gouvernance, la conférence des chefs d'État, l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement qui est l'instance décisionnelle de l'Union africaine. Donc tout ce qui se fait avant, qu'il s'agisse de la conférence, des résolutions de la conférence, des recommandations de la conférence des ambassadeurs ou des propositions du comité exécutif qui est composé des ministres des Affaires étrangères des différents pays, ne sont que des propositions que seule l'instance suprême, la conférence des chefs, l'Assemblée générale des chefs d'État, qui est appelée la conférence des chefs d'État, à pouvoir décision, et qu'ils aient choisi de couper la poire, parce qu'ils auraient même pu tout simplement classer le dossier, considérer que la dénonciation portée par le député sud-africain Julius Malema et d'autres qui ne sont pas encore en première ligne n'a pas lieu d'être. Et même ils auraient pu invoquer le principe de la séparation des pouvoirs en disant nous laissons l'institution, c'est-à-dire le Parlement lui-même, user
de son impérium institutionnel pour contrôler l'action de ses dirigeants. Je vois mal comment au Cameroun, je prends un exemple d'un point de vue interne, comment si on en venait à accuser le président de l'Assemblée nationale de corruption ou de mauvaise gestion de l'Assemblée nationale, comment le gouvernement ou la justice se mettrait à le juger. C'est les députés eux-mêmes, dans le principe de la séparation des pouvoirs, qui devraient le faire. Donc la conférence des chefs d'État, sur la base de ce principe-là, ne pouvait pas prendre une décision contre, ni suspendre j'allais dire l'exécutif parlementaire. Il demande un audit de performance qui va être fait, je pense bien, en interne par le Parlement, même si